Donc pour clore, on va continuer à parler de paysage et on va aborder en fait une question qui n'a pas été, qui a été abordée là, par le dernier intervenant, qui est en fait qui sont les paysages ordinaires, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'exemple qui va être pris n'est pas au Mont-Saint-Michel, c'est pas un site protégé, c'est pas quelque chose d'exceptionnel qui demande effectivement des démarches particulières. Non, c'est un paysage, ce sont des paysages tout à fait ordinaires. Et donc, je vais essayer de vous parler de la manière dont on peut appréhender avec peut-être une autre notion, enfin même certainement une autre notion, qui est la notion de commun. Est-ce que le commun, l'idée du commun peut nous servir dans ces démarches qui sont toujours, je dirais, coincées, mélangées entre démarches publiques, démarches institutionnelles, démarches réglementaires, appropriation privée, etc. Donc, est-ce que le commun peut nous servir? Est-ce qu'il y a une notion de monde commun qui finalement se fabrique avec notamment les éoliennes, après tous les équipements énergétiques? C'est un peu la question que je vais essayer d'aborder d'une manière extrêmement schématique. Alors pourquoi cette idée du commun? Tout simplement parce que il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Paysages en commun. En fait, c'était la réunion de beaucoup d'expériences que j'avais vues, étudiées, analysées, ou que d'autres avaient étudiées, analysées, et que j'ai essayé de reprendre finalement à propos de la question du projet territorial, du projet de paysage, du projet des paysagistes, des urbanistes, des environnementalistes, naturalistes, etc. Donc comment toutes ces questions qui s'entrechoquaient dans le développement des territoires, comment est-ce qu'on pouvait les éclairer à partir d'une notion simple, je dirais presque non analytique, transversale. C'était un peu une utopie d'imaginer qu'il y avait une notion qui pouvait rendre compte de tout. Mais j'avais envie de simplifier et de montrer finalement quelles étaient aussi les limites de cette démarche. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est en fait un témoignage d'habitants. Nous venons d'écouter Monsieur le maire qui nous a raconté des choses passionnantes sur son rôle de leader dans une entreprise comme celle-là. Moi, je vais vous donner mon point de vue d'habitants qui, depuis longtemps, puisque c'est mon territoire familial, comment ces paysages donc d'une communauté qui s'appelle le Toircet, donc à l'extrême nord de la région Aquitaine, au sud d'Angers et de Saumur. Donc personnellement, hein, je fais pas œuvre de sociologue, comment est-ce que moi je l'ai vécu, disons depuis une dizaine d'années que je suis revenu dans mes terres familiales. Donc c'est un point de vue personnel, avec un essai quand même un peu de conceptualisation pour voir comment on peut un peu généraliser ces observations. Alors premier point, le Touarcet, vous voyez en ce moment des photos qui défilent. Le Touarcet, qu'est-ce que c'est? C'est 21 communes, c'est 36 000 habitants, une centaine d'entreprises, donc une ville-centre, Toire. Donc coincé entre le Maine-et-Loire, on voit d'ailleurs les éoliennes du Maine-et-Loire, la région de Bressuire, donc le monde vendéen qui s'approche, on voit également les éoliennes de ce monde vendéen, et puis la région de la Vienne, c'est-à-dire des grandes plaines céréalières du Loup du Nez qui viennent de la Touraine. Donc entre Anjou et Poitou, entre Vendée et Touraine, le Touarcet essaie de survivre. Et il survit très bien. Alors, en quoi a-t-il été concerné par la question du paysage? En fait, il n'y avait aucune raison qu'il le soit. Pas le très peu de châteaux, pas de sites protégés, très très peu de sites protégés, ni naturels, ni historiques, ni presque rien. D'ailleurs, aucun touriste. Simplement des habitants, des employés, des ouvriers, etc. Et en 2018, bien avant, pardon, dès les années 2010, pratiquement, ça correspond à peu près les chiffres que racontait Monsieur le maire, un territoire TEPOS s'est installé avec une volonté extrêmement précise
des politiques, d'abord dans un camp plutôt de gauche, puis ensuite plutôt écologiste de gauche, etc. Donc tout ça allait ensemble. Ils ont finalement lancé, avec des opportunités, il faut bien le reconnaître, favorables, un camp militaire qui déménage. Parfait pour un champ de capteurs photovoltaïques, tout ça s'est installé. Et en même temps, à l'époque, dépendant de la présidence de région qui était Ségolène Royal, qui avait fait du paysage, disons, son argument politique, bien tout ça s'est mis en place. Et en 2018 est arrivé un plan de paysage. Un plan de paysage qui a réuni une petite concertation, et quand je dis une petite concertation, c'est vraiment minuscule, une 40, 50 personnes qui étaient concernées et qui ont débattu à un moment donné, au moment où la paysagiste qui faisait le travail rendait son étude. Et puis, un peu plus tard, à peine deux années plus tard, revenant dans ce pays pour m'y installer définitivement, j'ai mis en place un site Facebook qui s'appelait Les Paysages du Thouarset. Donc toute personne qui avait envie de mettre des photos de ce qu'étaient pour eux des paysages de toute nature, urbains, ruraux, architecturaux ou autres, pouvait le faire. Et aujourd'hui, il y a plus de 200 à 300 photos qui donnent une idée finalement, au moins par l'objectif des photographes, de ce que sont les paysages du Thouarset. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a pratiquement pas d'éoliennes. Néanmoins, la question qui est posée, c'est comment dans ce contexte, disons plutôt favorable sur le plan de la volonté politique, comment est-ce que les habitants réagissent? Alors les habitants, ils sont en principe informés, mais en fait ils sont systématiquement sous-informés. Ben, j'en fais partie. Pour aller chercher de l'information, il faut effectivement être impliqué. Monsieur le maire l'a parfaitement montré. Il faut être impliqué dans le processus de gouvernance territoriale. Et en fait, il y a très peu de personnes qui ont l'audace, finalement, d'entrer dans ce dispositif de consultation, de concertation, d'explication, tout simplement parce que les experts qui viennent les intimident. Ils ne viennent pas. Ils voudraient bien, et dans l'intimité, si j'ose dire, ils ont des opinions. Ils ont des opinions à condition qu'on vienne les chercher, qu'on vienne les écouter. Très très peu sont indifférents. Et c'est là qu'il y a une notion qui est intéressante à montrer, c'est que tous ces paysages, donc, ce que j'ai pas dit, il faut que je le dise, combien est-ce qu'il y a d'éoliennes? Donc sur cette surface qui est donc de 21 petites communes, il y a environ 45 éoliennes réparties. Parfois, il y en a une dans un. Alors, il y a des territoires, il n'y en a pas. Donc, le plan éolien prévoit effectivement qu'il n'y a pas d'équipement dans ces coins-là. Puis d'autres où il y a pas mal d'éoliennes. Il y en a même des gros paquets de 15 à 18, voire 20 éoliennes qui sont installées. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que cette région, elle est partagée en trois pays, on va dire, naturels. C'est-à-dire, il y a une région de vignobles, avec l'appellation d'origine contrôlée Anjou. Il y a une région de bocage, plutôt tournée vers l'élevage. Et puis il y a une région de grandes plaines céréalières qui vont vers le Poitou, vers Poitiers. Et en fait, les éoliennes ne sont pas partout. On pourrait imaginer qu'elles puissent être réparties de manière équitable, homogène, mais pas du tout. En fait, elles sont concentrées, à la fois dans le bocage, mais en fait, elles sont très visibles dans le bocage. Il ne faut pas croire que le bocage les dissimule. Dans les plaines céréalières, alors elles sont visibles depuis 10 km, on les voit absolument partout, le terrain est parfaitement plat. Donc, quand on est un habitant de cette communauté de communes, dès qu'on se déplace, on est dans l'éolien jusqu'au cou. On en voit partout. Et ça, c'est intéressant à constater, parce que la mise en place a commencé donc dans les années 2010, s'est accélérée à partir des années 2015. Aujourd'hui, donc, on est autour de 45, l'objectif étant à 60 à 70, avec toujours la question, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Et la question qu'on peut se poser, c'est comment les habitants
de manière globale, hein, je n'ai pas fait dans toute cette logique, comment est-ce que les habitants, finalement, acceptent ou n'acceptent pas ce genre de choses, ce genre de changement du paysage, c'est-à-dire le changement de leur cadre de vie. Est-ce qu'ils ont quelque chose à y dire? Est-ce qu'ils font une révolution immédiate? Alors la question, c'est est-ce qu'il y a des oppositions? Alors il y a des oppositions. Et ces oppositions, en fait, sont fédérées au niveau du nord des Deux-Sèvres, puisque c'est le département en question, donc depuis le Bocage jusqu'à de l'est à l'ouest. Et en fait, elles ont une audience relativement faible. Il y a des réunions de public, on s'explique, les entreprises qui équipent sont là, ont de la peine parfois à prendre la parole. Mais donc il y a pas une hostilité, mais il y a une défiance, une méfiance, un défaut d'explication assez général. Les informations étant recueillies en général par les services techniques de la communauté ou bien par les élus quand ils sont concernés. Donc dans la pratique, euh, les habitants, se déplaçant beaucoup, parce qu'en fait pour leur travail ils sont obligés de se déplacer beaucoup, vivent dans un monde éolien. Et ils s'y habituent très bien. Je ne sais pas quel mot vous avez prononcé, vous avez parlé d'accoutumance, non c'est pas ça? Accoutumance. Ils s'habituent. Moi-même, je me suis habitué. Et un jour, j'ai voulu en avoir le cœur net. Je constatais qu'un habitant s'était installé à 500 mètres, a acheté une maison, 500 mètres d'une éolienne. Alors, je lui ai demandé, mais c'est un choix? Ah, absolument. Il m'a dit, j'adore voir tourner cette éolienne. Pour moi, c'est un spectacle. Ça anime, ça fait bouger le paysage, autrement, avec le vent et autre chose. Et il me dit, mais pour moi, c'est un spectacle. C'est-à-dire que cette éolienne, là, en l'occurrence, il la regardait. Il la regardait. Parce que beaucoup d'autres personnes ne font que les voir. Et l'intentionnalité est quelque chose d'extrêmement important. C'est la même chose pour le son. Si vous écoutez, si vous entendez simplement, si vous n'avez pas de déficit, ou bien si vous allez écouter quelque chose que vous attendez, ou quelque chose qui peut être surprenant. Et dans ces cas-là, vous faites venir en quelque sorte le paysage à vous. Paysage sonore, paysage visuel et toute autre qualité sensorielle. Donc cette intentionnalité, elle fait partie de ce qu'on appelle la culture du paysage. Lorsqu'il y a en quelque sorte un déficit ou des apprentissages qui n'ont pas été faits ou des explications qui n'ont pas été données, le paysage ne vient pas à vous facilement. Donc il reste dans l'indifférence, il reste dans une sorte de neutralité. On les voit, on s'y accoutume, on n'a rien contre, on n'a rien pour, mais on se dit finalement c'est assez vertueux du point de vue de l'intérêt général. Donc toutes ces éoliennes actuellement dans le Touarçais sont vécues finalement non pas comme une aubaine extraordinaire, mais ni comme une fatalité, ni comme un destin inéluctable, mais comme finalement un accompagnement, comme d'autres accompagnements de changement de ces paysages qui changent avec des urgences climatiques, avec un certain nombre d'autres facteurs. Donc, parce qu'il n'y a pas que les éoliennes, il y a les capteurs photovoltaïques, il y a les usines de méthane. Donc la question énergétique est dans les consciences de tout le monde. Et chacun, là où il est d'une manière ou d'une autre, sollicité. J'ai dit que je l'ai. Alors, on aboutit, je vais terminer assez vite. Donc, en fait, on a cette relation qui s'installe avec le paysage et de l'ordre de l'expérience collective. Mais c'est une expérience qui est en fait non dite. Elle n'est pas forcément repérée par des chercheurs de passage, mais elle est là, présente. Nous, les habitants, nous avons tous finalement les mêmes paysages sous le nez, ou sous les yeux plus exactement, et nous en faisons finalement un capital, en quelque sorte personnel et collectif, qui fait que finalement, on a de fait ce que j'appelle un en commun, je n'utilise pas le mot bien commun, un en commun paysager. C'est-à-dire un ensemble de traits, de caractères du paysage, sur les éoliennes, les églises, etc., les vignes et autres choses, et les villes, qui nous appartiennent symboliquement évidemment, et qui font qu'on les accepte
pour autant qu'on imagine aussi qu'elle pourrait être un peu mieux implantée, qu'elle pourrait être plus discrète, qu'elle pourrait être, etc., etc. Donc cet en commun paysager, il est une sorte de face cachée, ou plus exactement de conscience cachée, de ces paysages qui se donnent à voir avec une certaine neutralité, sachant que beaucoup de choses qu'il ne fallait pas faire ont été évitées grâce à l'action des techniciens, des urbanistes, etc., et du plan de paysage. Alors, pour finir, le plan de paysage, j'ai été demander au service technique qu'est-ce qu'il était devenu. Alors on m'a dit, c'est très simple. En gros, je ne vais pas déformer leurs propos. Le plan de paysage, on n'en parle presque plus, mais nous avons distribué dans les services techniques de la communauté de communes, nous avons distribué toutes les recommandations et thématiques du plan de paysage. Alors, vers le service biodiversité, tout ce qui avait été lié à la question des paysages naturels, il y avait des questions liées justement, et il y avait des convergences avec des lieux historiques, d'une zone de protection des outardes. Les outardes, qu'est-ce que c'est? Un gros oiseau sympathique, mais qui ne veut jamais se montrer. C'est là que c'est très difficile de l'observer. Alors, donc il y avait ce service donc, qui s'occupait de ça, qui s'occupait également de la flore et de la faune des vallées sèches qui avait été acheté par le Conservatoire régional des histoires naturelles. Donc il y avait un pôle finalement autour des questions écologiques, environnementales, patrimoniales, et qui, je l'ai vérifié récemment, est toujours très actif avec des troupeaux qui entretiennent ces vallées sèches de la rivière le Toué. Et puis il y avait le service de l'urbanisme qui lui avait intégré toutes les restrictions d'urbanisation, de lotissement, de prévision, etc., qui avaient été faites par les différents élus. Donc là, ça a été drastique. Entre 2018 et 2020, le PLUI d'après réduisait de 50% les prévisions d'urbanisation. Et puis il y avait donc les équipements énergétiques, le département consacré aux énergies, qui lui, finalement, appliquait, régulait, était le correspondant de toutes ces entreprises, justement, qui voulaient installer donc, et qui installait une gouvernance, de fait, une gouvernance paysagère en fonction de documents, monsieur le maire les a montrés, qui étaient proposés. Voilà. Alors on arrive, et ça sera ma conclusion avec ce que vous voyez, voilà, voilà à quoi on arrive. On arrive finalement à cet en commun paysager qui est parfois inattendu. Si vous avez une éolienne, en fait, vous en avez trois. Elles n'étaient pas photographiées. Et il y en a trois. Alors, c'était il y a 7 ou 8 ans. Il fallait se débrouiller pour savoir où est-ce qu'on allait les mettre exactement. Chaque commune concernée en voulait une. Donc, en fait, on a pris le point où se rejoignaient 3 communes, et il y en a une dans chaque commune. Alors, manque de chance, là où, ça c'est la commune où j'habite, non c'est la commune d'à côté, c'est tombé juste au pied d'un site archéologique. Est-ce que c'était un problème? Apparemment pas, puisque finalement, vous voyez, l'en commun paysager, là, il est bien là, et il risque d'être là assez longtemps. Mais plus intéressant, peut-être plus critique, c'est que à proximité de ces trois éoliennes, il y avait la dernière butte témoin du bassin parisien. Et au sommet de cette butte témoin, qui dépassait à peine, ça donnait un peu un relief, il y avait une charmante chapelle, mais qui n'était pas protégée, qui était au bord de la ruine. Eh bien, personne n'en a tenu compte, puisqu'elle n'apparaissait pas dans les documents de protection. Et c'est très tardivement que récemment j'ai regardé ma petite chapelle. Eh bien, il y avait une énorme grue à côté qui était en train d'essayer de la restaurer au plus vite. Donc d'un seul coup, elle était tombée dans la conscience patrimoniale des uns et des autres. Et ce processus, en fait, il est lié à la manière dont l'en commun évolue. L'en commun n'est jamais fixe, il se transforme en permanence, du fait des éoliennes, du fait des équipements énergétiques, du fait... Alors, l'urbanisation, ça va plus bouger beaucoup. Donc, ce ne sont pas des paysages figés,
mais c'est des paysages qui finalement se bloquent un petit peu du fait de leur stabilité, hein. Là, les monuments mégalithiques sont là depuis 6000 ans, et l'éolienne, elle est là depuis 10 ans. Mais ce paysage, il est pratiquement inscrit dans un futur assez long. Mais d'une manière générale, ce qu'on peut dire, et je conclurai là-dessus, c'est que l'en commun paysager, la mise en commun, ce que fait la gouvernance territoriale des paysages, aboutit de fait à la création de nouveaux paysages. Et de nouveaux paysages qui ne sont pas nécessairement rejetés, mais qui finalement viennent à, à- à une sorte de mérite de pouvoir être regardés. Merci. Non, je ne vais pas utiliser de PowerPoint finalement. J'en avais fait un, mais il n'était pas très très pratique. Donc je vais essayer en tant que dernier intervenant de la journée de ne pas être trop long moi non plus. Il faut quand même que je me présente, que j'explique d'où je parle, parce que le propos que je vais tenir est très lié à la position que j'occupe. Alors, sur le programme, je suis présenté comme sociologue. Oui, effectivement, je suis sociologue de formation, mais que je n'exerce pas en tant que chercheur, pas même en bureau d'études. Moi, je suis agent contractuel d'une administration centrale d'État. Je dis ça pour qu'il m'identifie bien. Dans un service qui s'appelle le PUCA, qui est un service un peu particulier qui est dédié à la recherche et à l'expérimentation sur les politiques d'habitat, sur l'urbanisme, sur l'architecture, sur l'aménagement et sur un certain nombre de questions urbaines qui, ces dernières années, se sont élargies via les enjeux de transition écologique à des territoires moins typiquement urbains, mais qui présentent certains traits d'urbanité, comme les espaces périurbains. Et puis, ça s'est ouvert à des questions qui n'étaient pas proprement urbaines initialement, à savoir la place de la nature, la place du vivant et les questions énergétiques. Et nous les traitons à travers des programmes de recherche que nous concevons, auxquels nous nous associons, par le soutien à des travaux de recherche qui nous sont proposés et par l'accompagnement d'expérimentations dont certaines ont pu porter sur l'intégration énergie-territoire, avec en arrière-plan, mais en arrière-plan seulement, et j'y reviendrai, la question paysagère. Alors, mon intervention va porter sur les paysages des communs énergétiques, et je vais vous proposer, à partir de cet intitulé, un certain nombre de considérations qui sont issues des travaux que nous avons pu mener, donc des programmes d'expérimentation, comme les démonstrateurs industriels pour la transition écologique. La formule n'est peut-être pas très glamour, mais ça a permis de produire un certain nombre d'avancées sur le plan de la connaissance, sur le plan des procédures, voire même de la réglementation, puisque c'est dans le cadre de ce programme qu'a été élargi le périmètre de l'autoconsommation collective d'électricité, j'y reviendrai, et puis des travaux sur la morphologie urbaine et la biodiversité, où on réinvestit sous des angles un peu différents, ce qu'on a pu dire sur land sparing, land sharing. Donc je vais me concentrer sur la question des paysages, des communs énergétiques, en partant d'un constat qui était celui du développement ces dernières années, donc après en France la loi TEPCV de 2015, le développement de communautés énergétiques locales récemment modifiées par des directives européennes qui en ont donné une consistance juridique un petit peu nouvelle, avec les communautés d'énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, et puis de différentes formes d'actions mutualisées autour de la production et du partage des énergies renouvelables. Par exemple, les territoires à énergie positive, les centrales villageoises, tous les projets labellisés énergie partagée et l'autoconsommation collective d'électricité que j'évoquais tout à l'heure. Donc tout ça a conduit à reproblématiser l'énergie comme un commun, sans toujours bien voir ce qu'on mettait derrière le mot énergie. Est-ce que c'était une ressource, des infrastructures, des usages, et ni s'être accordé sur la notion même de commun, bien commun, commun au singulier, commun au pluriel. Alors, quand je dis sans qu'on soit mis forcément d'accord, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs militants, il y a des collectivités, il y a des services qui
mobilisent ces notions-là et qui, à la fois, sont très stimulantes, ouvrent débat, mais qui parfois peuvent apporter un peu de confusion. Donc, pour ce premier motif-là, nous avons commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place comme travaux de recherche sur la question. Mais il y avait un aspect aussi plus pratique, c'est que nous nous rendions compte qu'il y avait des mondes socio-techniques qui émergeaient autour de ces enjeux-là, qui étaient des mondes qui s'ignoraient en partie. J'ai dit, je travaille dans une administration centrale d'État, donc le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, au sein de la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature, laquelle est en charge d'un programme national qui s'appelle Écoquartier et qui vise à promouvoir, accompagner des acteurs territoriaux, des collectivités, des bailleurs, des promoteurs dans la production, dans l'aménagement d'écoquartiers. Et dans ce programme, eh ben, la question des énergies renouvelables, des énergies, qu'elles soient en commun ou pas en commun, est assez peu présente, assez peu documentée. Alors il y a des tas de raisons à cela. Le fait qu'il s'inscrivait dans la séquence éviter, réduire, compenser, mais antérieurement à celle-là, sobriété, efficacité, recours aux renouvelables, et que ce troisième terme intervenait donc bien évidemment en dernière instance. Donc, les écoquartiers n'ont pas tellement développé, n'ont pas tellement documenté la question du développement des énergies renouvelables et partant de là, la question de leur intégration paysagère. Et puis à côté de ça, il y avait toutes ces initiatives militantes. J'ai parlé d'énergie partagée. Il y a des réseaux, notamment dans l'ouest de la France, qui se sont développés et qui ont promu un certain nombre de projets d'installation d'énergie renouvelable, mais des projets assez décorrélés, des opérations de renouvellement urbain, de transformation des sites. C'était d'ailleurs souvent des localités plutôt périphériques, rurales ou villageoises, peu impactées par les grandes opérations traditionnelles d'urbanisme ou d'aménagement. Et puis, du côté de ces opérations d'aménagement ou de promotion immobilière, eh bien, il y avait une réflexion sur ce qu'on faisait de ces énergies renouvelables qu'on installait pour obtenir les labels, pour atteindre les performances qui étaient escomptées par les cahiers des charges déposés par les collectivités ou prévus par la réglementation, et des opérateurs qui s'intéressaient au modèle économique de l'autoconsommation collective, mais qui ignoraient tout du registre de l'action militante, pour lequel la question paysagère était relativement seconde. Et donc, pour toutes ces raisons, eh bien, nous avons lancé un programme de recherche qui s'appelle Énergie en commun. Donc, entre logique territoriale, dynamique collective et projet urbain, en jeu figurent des nouvelles coopérations locales autour de l'énergie. Donc, dans cet appel à proposition de recherche, j'ai relu le texte que j'avais très largement rédigé et qui est porté aujourd'hui en commun par le PUCA et l'ADEME. J'ai regardé, la question du paysage n'y occupe pas une position centrale. Je ne suis même pas sûr que le mot paysage apparaisse quelque part. Et je pense qu'il y a un certain nombre de raisons à cela, de bonnes raisons et de mauvaises raisons. La mauvaise raison, c'est mon inattention et mon inculture du sujet. Les bonnes raisons, c'est que les raisons prioritaires qui s'imposaient à nous faisaient qu'on ne pouvait pas traiter toutes ces questions-là. Mais en tout cas, ça me permet, moi, aujourd'hui, dans cette salle, grâce à vous, de réinterroger le statut du paysage dans les communs énergétiques et les paysages de l'énergie comme possibles communs. Donc, je vais dérouler ces trois considérations sur le sujet. Donc, en première approche, la primauté donnée à la transition énergétique consistant pour des communes ou des collectifs d'habitants, avec un tropisme un peu urbain que j'ai évoqué de par notre position, mais aussi de par un certain nombre d'initiatives portées par des aménageurs, des collectivités ou des bailleurs. Donc la primauté donnée à la transition énergétique consistant pour des communes ou des collectifs d'habitants à se lancer dans la réalisation d'installations d'énergie renouvelable avec des modes participatifs ou coopératifs de gestion, fait de l'impact paysager de celle-ci une considération un petit peu seconde. Souvent, la taille des infrastructures fait qu'elle impacte peu, ou en tout cas, on lui présuppose un impact limité sur l'environnement. Il y a un enthousiasme militant pour la cause écologiste qui embarque le reste avec elle. Il y a une forme d'autoportage
quand on est une collectivité qui porte un projet comme cela, quand on est un collectif d'habitants, eh bien, on a tendance à de considérer le projet que pour ce qu'on en attend et pas forcément pour l'impact qu'il va avoir auprès des autres. Et enfin, on est dans une logique de production plus que de préservation. Et tout à l'heure, Clément Morla insistait sur l'importance de la thématique de la préservation qui pouvait ouvrir à d'autres registres de la préservation. Ce sont les raisons pour lesquelles, mais c'est une hypothèse, la question de la question paysagère apparaît donc comme une considération seconde, voire comme une externalité négative que l'on découvre en avançant. La réglementation urbaine, les zones d'intérêt patrimonial jouant parfois le rôle de garde-fou et sans que ça n'amène à des bifurcations majeures de ces projets-là. Donc les communs de l'énergie n'entrent pas nécessairement en conflit avec le paysage, n'entrent pas en conflit avec le paysage comme bien commun, mais ne le font pas ou rarement entrer dans le registre du commun promu ou recherché. Donc première considération qui amène à penser qu'il n'y a pas un lien direct entre aujourd'hui les projets qui se revendiquent des communs énergétiques, plutôt dans l'espace urbain, et la question du paysage comme commun. Alors, à l'opposé, et ça a été beaucoup évoqué lors de cette journée, il y a les manifestations suscitées par l'implantation de grandes infrastructures d'énergie renouvelable, donc des manifestations d'opposition qui se fondent sur la défense du paysage, là aussi comme un bien commun que viendraient dégrader des initiatives dont on conteste, ou pas d'ailleurs, le bénéfice collectif, mais qu'on dénonce comme des décisions d'autorité à l'encontre d'un patrimoine paysager hérité et au préjudice de la mémoire collective dont il serait dépositaire. Donc ça, c'est la figure un petit peu opposée, où là, le paysage comme un commun hérité, comme un bien commun, est mobilisé contre des communs énergétiques de grande taille ou des communs élargis. Et là, donc, on a un conflit entre deux types ou de registres de communs territoriaux, un conflit qui est plus flagrant, et les chemins de leur intégration est moins évident. On constate ça si on regarde par exemple la carte de France des projets éoliens refusés. Alors j'ai eu une petite discussion tout à l'heure avec mon collègue de l'ADEME pour savoir si cette carte de France qui montre le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France comme une terre du refus de l'éolien provenait de formes de mobilisation politique relativement indifférentes à la présence de sites patrimoniaux ou de zones d'intérêt patrimonial, et donc traduirait plutôt un rapport de défiance vis-à-vis de l'État, ou si c'est parce que c'était un territoire déjà très investi, très saturé, et qui du coup suscitait des oppositions. Mais en tout cas, la cartographie de la contestation de ces projets-là n'est pas congruente avec la géographie des grands sites d'intérêt patrimonial, des sites classés. Donc on pourrait détailler à l'envi ces deux approches, les communautés énergétiques réunissant parfois des communautés d'intérêt ou d'actionnaires militants et non l'ensemble des citoyens impactés malgré la qualité citoyenne qui leur est accolée. De même, là où certains voient dans les mâts d'éoliennes une figure de l'artificialisation anti-paysagère, d'autres y voient, et c'est quelque chose d'assez partagé dans cette salle, d'autres figures, on peut parler de moulins du futur où l'on moissonne le ciel, ramenant le paysage finalement dans l'ensemble des cas, à sa perception subjective, à des projections imaginaires singulières, dans certains cas des projections imaginaires collectives, mais qui ne forment pas pour autant un commun, même si, et là moi je rejoins Pierre là-dessus, elles peuvent former par le partage, par la mobilisation, un non commun. Alors il y a une troisième approche, une troisième considération que je voulais vous livrer, qui permet peut-être d'envisager la résolution de cette double tension, alors qu'elle en paraît en première lecture éloignée. C'est celle qui reconsidère les paysages énergétiques hérités comme autant de communs négatifs. J'emprunte la formule au philosophe Alexandre Monin. Ce sont des objets ou des emprises initialement destinés à la production d'énergie, des centrales à charbon, des centrales à pétrole, ou des
grands établissements électro-intensifs qui s'imposent à nous collectivement et qui nous obligent. Parfois naturalisés dans le paysage urbain, parfois magnifiés, on a parlé de cathédrales du XXIe siècle, donc dans le paysage urbain ou suburbain de nos villes, ces communs énergétiques négatifs obligent à élargir le cercle des acteurs, des motifs et des perspectives de leur transformation. On peut en faire des établissements culturels. Les friches industrielles sont un mot aujourd'hui qui désigne non pas une ruine, mais un espace possible de créativité. On peut les remobiliser pour de l'activité économique. On peut en faire des tiers-lieux. Ils peuvent être occupés à titre transitoire, mais les perspectives de leur transformation est élargie par rapport à leur usage original, leur usage premier, et élargit aussi le cercle des acteurs impliqués dans leur transformation, leur usage, leur occupation. Mais derrière cette réflexion sur ces communs négatifs hérités, incidemment, c'est finalement l'évolutivité, la réversibilité, la déplaçabilité et la légèreté des communs énergétiques positifs, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on appelle de nos voeux au titre de la transition. Donc, j'ai perdu le début de ma phrase. En tout cas, c'est l'évolutivité, la réversibilité, la légèreté de ces communs négatifs apparaît comme la condition non pas tant de leur intégration paysagère que comme un prérequis à la construction possible d'un paysage temporellement ouvert. Un paysage temporellement ouvert à la sensibilité du présent comme aux nécessités du futur et inversement. Bref, à des communs à la fois énergétiques et paysagers sur lesquels les droits des usagers, citoyens, citadins ou nomades, peuvent s'exercer à partir d'un motif tantôt commun, tantôt distinct ou opposé, mais mutuellement acceptable. Donc cette idée que des communs énergétiques qui font paysage peuvent le faire au préjudice de certains, mais pas forcément inscrits irrémédiablement dans l'espace et irrémédiablement donc forcément dans le temps, est aussi une des possibilités de leur acceptation, de leur apprivoisement, de leur accoutumance, mais aussi l'idée que si ça constitue un commun pour les autres, le préjudice pour moi n'est pas irrémédiable. Enfin, dernière considération, et je m'arrêterai là, dans les arbitrages à l'échelle locale, notamment pour l'usage des toitures, pour le photovoltaïque, il y a un aspect non directement paysager, là aussi, mais qui par son impact le rejoint, c'est celui des usages. Il est parfois reproché au photovoltaïque en toiture sa monofonctionnalité. Il ne sert d'autres usages que lui-même. On sait que dans les espaces agricoles, l'agrovoltaïsme ou l'agrivoltaïsme, je ne sais plus comment on dit, est déjà une manière de permettre au substrat, au sol, d'accueillir plusieurs usages. Donc, il est parfois reproché au photovoltaïque en toiture sa monofonctionnalité. Il gèlerait les autres possibilités d'utilisation des toits terrasses, par exemple, pour en donner un exemple. Et l'élargissement de la perspective d'usage des espaces dédiés au photovoltaïque pour récupérer des eaux pluviales, y étendre du linge, y accueillir la végétation, ouvre à de nouvelles compositions et à des usages pluriels, invitant à rendre plus inclusifs et plus hospitaliers les communs énergétiques, dessinant des paysages urbains plus variés et aux destinées changeantes. Et donc, pour conclure ces trois considérations, il me semble que c'est des droits sur les règles d'usage des espaces dédiés aux communs énergétiques, droits dont on ne peut exclure celles et ceux qui en sont partie prenante et recevantes via le paysage. C'est donc par ces droits-là que cet élargissement peut s'opérer. Et donc, si on reprend cette formule, des droits des usagers, quel qu'en soit le statut, sur les règles d'usage d'un bien rival et non exclusif, on est bien là avec les paysages des communs énergétiques dans la définition la plus ostromienne des communs, ce qui certes constitue une contrainte mutuelle et donc peut-être un retard ou un ralentissement de l'accélération voulue de l'installation des énergies renouvelables. Donc une contrainte mutuelle, certes, mais ça ne forme pas, ou en tout cas de manière moins forte, un sentier de dépendance et invite au contraire à de nouvelles coopérations. Donc voilà, c'était les quelques considérations que je voulais vous livrer sur le sujet en conclusion de cette journée.
même si mon rôle n'était pas de conclure. Alors, des questions pour nos intervenants? 2 interventions très riches. Non? Alors moi, peut-être quand même, j'ai une question. Sur ces notions de en commun, commun, etc., comment vous lieriez ça, enfin lier, au sens, voilà, comment peut-on lier ça à ce qui nous a occupé une partie de la journée, c'est-à-dire vraiment les valeurs du paysage. C'est-à-dire qu'au fond, on peut le voir, je pense, en filigrane dans vos interventions, mais s'il fallait exprimer ça en quelques mots, est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous accepteriez de le faire pour finalement nous aider à conclure cette journée sur ce lien qu'il peut y avoir entre commun et valeurs du paysage et donc transition, économie de la transition, bien sûr. Le micro. Oui, il n'y a pas de, de relation évidente, facile entre le bien commun paysager, qui en fait, selon les définitions économiques des économistes, est toujours un bien mixte, c'est-à-dire qui relève à la fois du champ public et à la fois du champ privé, et puis en même temps aussi de champs collectifs, ce qu'on appelle effectivement les biens clubs. Donc on a déjà un bien qui est impur, et l'impureté, c'est pas bien dans le champ économique. Alors si bien qu'en fait, l'en commun énergétique, je vais le dire autrement, le bien commun tel qu'il existe, je dirais, du point de vue énergétique et du point de vue paysager, les deux se mélangeant ensemble, c'est en fait un processus. C'est un processus qui construit finalement le paysage avec ses objets, etc., ses biens, euh, par la gouvernance territoriale, donc avec des acteurs, des parties prenantes, des habitants, qui le construit en tant qu'appartenant à un groupe qui est plus ou moins extensif, mais qui effectivement parfois est dominé par le public et parfois est dominé par le privé et en général par les deux en même temps. Donc c'est un bien complexe. L'en commun paysager est en fait en quelque sorte le visage de la gouvernance territoriale. C'est à un moment donné ce qui est, comme l'image qui est derrière moi, c'est l'image qui est produite à un moment donné. Et cette image fait paysage ou pas. Si elle ne fait pas paysage, ça ne veut pas dire qu'elle est rejetée. Ça veut dire simplement que le regard qui l'interroge ne lui donne pas les qualités attendues par la culture du regardant. Elle pourrait, selon les regards, elle pourrait se voir attribuer des vertus, des qualités historiques, des qualités économiques. Là, en l'occurrence, on a les deux dimensions. Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Si, par exemple, le son de l'éolienne plaît beaucoup, etc., etc. Et puis, à chaque fois, il y a une question d'échelle. Ce que soulignait Yves ce matin, il faut effectivement savoir comment on la voit. On la voit de près. Parce qu'en fait, cette image n'a jamais été voulue par le moindre projet. C'est le photographe qui l'a isolée et qui a créé son paysage. Donc aujourd'hui, telle qu'elle vous est présentée, elle n'a pas de vertu particulière, sinon pour celui qui l'a prise. Peut-être que certains sont en train de se dire, mais c'est une image intéressante, c'est une image qui a des qualités esthétiques, c'est une image qui transmet un message. Ah, quel message? Eh bien, tout simplement, l'existence d'un nouveau paysage à la fois énergétique et archéologique, et qui, en tant que tel, mérite d'être transmis. Parce qu'effectivement, en général, on les dissocie. D'un côté, l'énergie, de l'autre côté, l'histoire. Ici, on les associe. Et la mise en paysage, pour utiliser un autre terme, ce qui fait paysage, résulte finalement d'un regard qui associe ou dissocie, selon effectivement l'intentionnalité qui est derrière. Merci. Oui, Alors, à mon tour, dans
une approche économique classique, voire économiciste, qui est un petit peu l'approche contre laquelle on s'est positionné aujourd'hui dans les interventions et dans les échanges. En tout cas, on s'en est un peu démarqué. Donc, dans cette approche économique classique, les questions environnementales, les questions paysagères partagent le statut de constituer pour des projets économiquement rentables et socialement utiles, s'occupe le statut d'externalité, tantôt négative, tantôt positive. L'enjeu ces dernières années, toujours dans cette perspective économique-là, ça a été de faire intégrer dans le calcul de la rentabilité des projets, dans leur valeur actualité nette, dans leur taux d'actualisation, ce qui n'était pas intégré, ce qui était donc externalisé, selon un principe de commensurabilité. C'est-à-dire que combien ça coûte, combien ça vaut les atteintes environnementales, combien ça coûte, combien ça vaut les atteintes paysagères. Le problème, c'est qu'en ramenant la valeur du paysage ou la valeur de la nature à cette métrique, à ce système de mesure, eh bien, on peut imaginer des compensations qui, finalement, permettraient théoriquement de s'en passer. Or, c'est quelque chose qui nous paraît insupportable dès lors qu'on se place du point de vue de perspectives planétaires plus lointaines, mais qui est insupportable aussi pour nous en tant qu'individus sensibles ou en tant que dépositaires des droits d'autres formes du vivant sur cette planète. Et peut-être que la question de la valeur du paysage, ça doit nous permettre soit de rompre avec cette lecture de la commensurabilité, soit inverser la charge de la commensurabilité. C'est-à-dire comment on calcule la valeur environnementale d'un projet de nature économique, y compris d'un projet dit renouvelable, mais qu'on évalue pour l'instant qu'à travers un bénéfice global escompté et une rentabilité économique mesurée. Voilà un petit peu, de façon maladroite, ce que je pouvais dire en réponse à votre question. Merci beaucoup. Signé, des questions encore? Non? Oui, Yves? Il me semble que le commun, c'est aussi des valeurs qu'on a évoquées ce matin, le bien-être social, individuel, collectif, etc. Enfin, pas seulement d'ailleurs, hein, et le bien-être, il apparaît à travers ce que produit ce paysage énergétique pour l'ensemble de la population. Ou alors, c'est du mal-être. J'ai à répondre. On discutait en aparté ce matin de est-ce qu'il faut utiliser, tu avais d'ailleurs posé la question, habitabilité ou bien-être. Moi, je préfère habitabilité parce que le bien-être est une direction finalement, c'est une option. C'est une option précise. On peut habiter très bien un territoire sans nécessairement la notion de bien-être. Il y a de multiples façons d'être dans le monde qui ne nécessitent pas le bien-être tel qu'on pourrait le définir. Mais de toute façon, ce sont à chaque fois ceux qui sont concernés qui vont définir les conditions d'habitabilité. Et à ce moment-là, le collectif, le commun, apparaît comme des valeurs de référence. Mais moi, je préfère le mot habitabilité, il est moins connoté. Oui, mais les gens le comprennent moins bien que bien-être ou mal-être. Sans doute, mais ce n'est pas forcément une raison.